Elle a dit, ce sont juste quelques verres avec mon ex. Ne sois pas si peu sûr de toi. Ce soir-là, un ami m'a envoyé une photo, elle, sur ses genoux, riant comme elle le faisait avant avec moi. Je ne l'ai pas confrontée. J'ai juste fait mes valises et laissé sa clé sur le comptoir. Elle m'a appelé 19 fois. Je n'ai jamais décroché. L'odeur de l'ail et du poulet au romarin grésillant emplissait l'appartement, une odeur que je savais qu'elle adorait. C'était mardi, notre soirée en amoureux non officiel et sans chichi. J'avais quitté le travail 1 heure plus tôt pour que tout soit parfait. Son plat préféré, les bonnes pâtes, la bouteille de pinot noir qu'elle voulait essayer depuis un moment, qui décantait sur le comptoir. La cuisine était chaude, embuée, une petite bulle de contentement dans le crachin gris constant de Paris. Mon téléphone a vibré sur le comptoir, s'allumant avec son nom. Un sourire a effleuré mes lèvres, elle me disait probablement qu'elle était en route. Je suis en retard, chérie. Je vois Laura du travail. Je serai à la maison pour 19 heures. Pas de problème. J'ai baissé le feu au minimum, laissant le poulet reposer. J'ai mis la table, j'ai même allumé cette stupide bougie décorative qu'elle avait achetée chez Maison du Monde. J'aimais ce rituel. J'aimais construire une vie avec elle, petit à petit, pièce par pièce. La clé a cliqueté dans la serrure à 19h15. Elle est entrée comme une tempête de parfum et d'air humide, se débarrassant de son manteau et laissant tomber son sac sur le sol avec un bruit sourd et familier. Ses joues étaient rouges, ses yeux brillants de l'énergie résiduelle de la journée. Ça sent incroyablement bon, a-t-elle dit, venant derrière moi et enroulant ses bras autour de ma taille, son menton reposant sur mon épaule. Je me suis penché en arrière dans son étreinte, la respirant. C'était ça, les bons moments. C'était ça, la vie. Juste ton plat spécial du mardi, ai-je dit, me tournant pour l'embrasser sur le front. Nous avons mangé, la conversation était facile. Elle m'a parlé des problèmes de Laura avec son petit ami, du client frustrant de son agence de marketing. J'écoutais, ajoutant des commentaires, la faisant rire. C'était parfait, normal, le genre de soirée que l'on tient pour acquise jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Elle était au milieu d'une phrase, enroulant des pattes sur sa fourchette, quand elle s'est arrêtée, un regard malicieux traversant son visage. Alors, dit-elle en étirant le mot, tu ne devineras jamais qui m'a envoyé un message aujourd'hui. Qui, ai-je demandé, prenant une gorgée de vin. Julien. Le nom est tombé entre nous. Simple et inoffensif. Mais cela alourdit l'atmosphère dans la pièce. Julien. Son ex-petit ami. Celui des histoires qui se terminaient toujours par elle secouant la tête et disant, mon Dieu, quel gâchis c'était. J'ai posé mon verre avec précaution. Julien? Ton ex, Julien. Oui, dit-elle, sa voix toujours légère, mais je pouvais voir une nouvelle tension dans ses épaules. Tu peux le croire? Il est en ville pour un grand salon du numérique. Il veut qu'on aille prendre quelques verres demain soir. Pour le bon vieux temps. Les mots flottaient dans l'air. Des verres. Demain soir. Le bon vieux temps. J'ai senti un œuf froid et visqueux se former dans mon estomac. Je l'ai regardé, j'ai regardé la nonchalance soigneusement construite sur son visage, et j'ai choisi mes mots avec la précision d'un démineur. Des verres avec ton ex, ai-je dit, ma voix égale. Juste vous deux? Son sourire s'est crispé sur les bords, un mécanisme de défense familier se mettant en place. Elle a posé sa fourchette avec un léger cliquetis. Oh, ne commence pas, dit-elle, la chaleur quittant sa voix. Ce sont juste quelques verres. Ne sois pas si peu sûr de toi. Le voilà, le mot, peu sûr de toi. C'était son joker, sa carte de sortie de prison pour toute situation où j'exprimais un malaise ou une limite. Elle le maniait comme une arme, rendant pathologiques mes sentiments très normaux, très humains. Et ça marchait à chaque fois. Ça me faisait me sentir petit, comme si c'était moi qui avais un problème. J'ai pris une lente inspiration, gardant mon regard fixe. Il ne s'agit pas d'un manque d'assurance, Camille. Il s'agit de respect. Mon respect pour toi, et ce que j'espérais être ton respect pour moi et pour notre relation. J'ai fait un geste vague entre nous, vers le foyer que nous avions construit. Elle a levé les yeux au ciel, un mouvement théâtral et étudié, et a repoussé sa chaise de la table. Eh bien, j'y vais. Ce n'est pas un débat. J'ai le droit d'avoir des amis.
Elle s'est levée, attrapant son verre de vin à moitié vide. Je ne vais pas me laisser contrôler. Et sur ce, elle est sortie de la cuisine, me laissant assis là, dans la pièce chaude et parfumée, la bougie vacillant à côté de mon assiette. Le silence qu'elle a laissé derrière elle était plus fort que n'importe quelle dispute. J'ai regardé son dîner abandonné, la chaise vide, et le nœud dans mon estomac s'est resserré. La première fissure était apparue, et je savais avec une certitude glaçante qu'elle était sur le point de fendre notre monde en deux. L'appartement semblait différent le lendemain soir. Vide. Le confort familier de l'espace avait été aspiré, remplacé par une tension basse et bourdonnante. J'ai essayé de prétendre que c'était une soirée normale. J'ai réchauffé les restes de pâte au poulet, mais elles avaient un goût de cendre. J'ai parcouru les services de vidéo à la demande, choisissant un film d'action sans intérêt que j'avais vu une douzaine de fois. Les explosions et les courses-poursuites n'étaient que du bruit, une tentative futile de couvrir le son de l'horloge sur le mur, qui avançait sans relâche vers 20 heures. Elle était partie il y a 2 heures après un échange bref et tendu. « Tu ne vas vraiment rien dire ?» avait-elle demandé, vaporisant son parfum, le cher qu'elle gardait pour les occasions spéciales. « Qu'est-ce que tu voudrais que je dise, Camille ?» avais-je répondu depuis le canapé, sans lever les yeux de mon livre. « Je ne sais pas, amuse-toi bien. Sois prudente. » Quelque chose qu'un petit ami normal dirait. J'ai juste hoché la tête lentement. « Sois prudente, alors. » Ce n'était pas le bon type de « prudence ». Je le savais. Elle le savait. Elle était partie en soupirant, la porte se fermant un peu trop fermement derrière elle. Maintenant seul, le silence était oppressant. Mon téléphone était un poids de plomb sur la table basse. Je n'allais pas le vérifier. Je n'allais pas être ce genre de type. Mais toutes les quelques minutes, mes yeux se posaient sur l'écran sombre, mon esprit conjurant des images que je ne voulais désespérément pas voir. Ne sois pas si peu sûr de toi. Sa voix résonnait dans ma tête, comme une provocation. Le héros du film sortait une réplique facile quand mon téléphone s'est finalement allumé. Pas avec son nom, mais avec celui de Marc. Une secousse de quelque chose de la crainte, de la curiosité m'a traversé. Marc était un ami commun, un type bien équilibré. J'ai pris le téléphone. Marc, salut mec, je suis au velours noir. Je vois Camille avec un gars. Mon sang s'est glacé. Le velours noir était un bar à cocktail faiblement éclairé, tout en velours moelleux et en alcôves intimes, pas un bistrot décontracté. J'ai forcé mes doigts à taper, mon cœur martelant contre mes côtes. Moi, oui, son ex Julien. Ce sont juste des vers. Les 3 points sont apparus. Ils ont flotté pendant une éternité. J'ai retenu mon souffle. La musique du film d'action a enflé, une bande-son complètement dissonante avec le moment où ma vie était sur le point d'exploser. Puis un nouveau message. Marc, est-ce que juste des vers implique généralement qu'elle soit assise sur ses genoux? Les mots ne se sont pas entièrement enregistrés. Ce n'étaient que des lettres sur un écran. Abstraites et impossibles. Mon esprit les a rejetées. Assise sur ses genoux. C'était une phrase d'un mauvais feuilleton télévisé, pas de ma vie. Avant que je puisse former une pensée cohérente, mon téléphone a de nouveau vibré. Une photo. Je l'ai ouverte. L'image a rempli l'écran, et le temps s'est arrêté. La photo était légèrement granuleuse, prise de l'autre côté du bar, mais c'était indubitablement elle. Elle était perchée sur les genoux de Julien, de profil par rapport à l'appareil photo. Elle portait la robe noire dans laquelle je lui avais dit qu'elle était incroyable à Noël dernier. Le bras de Julien était enroulé autour de sa taille, sa main étalée de manière possessive sur sa hanche. Son autre main tenait un grand verre, et il regardait directement l'objectif de l'appareil photo avec un sourire narquois et suffisant, comme s'il venait de gagner un prix. Mais c'est son expression qui a enfoncé un éclat de glace directement dans mon cœur. Sa tête était renversée en arrière dans un rire franc, sans retenue, la bouche ouverte. C'était un rire de joie pure et non frelaté. C'était le même rire dont j'étais tombé amoureux. Celui qu'elle m'avait donné si librement au début. Celui qui était devenu de plus en plus rare au cours de la dernière année. Un rire dont je n'avais pas réalisé l'absence jusqu'à ce que je la voie le donner si facilement à lui. Riant comme elle le faisait avant avec moi. La pensée fut une coupure nette et précise. Ce n'était pas seulement une trahison de confiance.
C'était une réécriture de l'histoire. C'était la preuve que la joie que je pensais que nous partagions n'avait pas disparu. Elle avait juste été redirigée. L'engourdissement froid du choc s'est propagé dans mes membres. Le bruit du film s'est estompé en un bourdonnement lointain et insignifiant. Il n'y a pas eu de rage, pas de crise de cri. Il n'y avait que la photographie et la vérité dévastatrice et limpide qu'elle représentait. Ne sois pas si peu sûr de toi. La phrase a résonné une fois de plus, mais cette fois, elle n'avait aucun pouvoir sur moi. Elle était exposée, nue et pathétique. Ce n'était pas un diagnostic de mon caractère. C'était un bouclier préventif pour son propre comportement lamentable. Elle m'avait traité de peu sûr de moi non pas parce que je l'étais, mais parce qu'elle savait, à un certain niveau, qu'elle était sur le point de faire quelque chose qui justifierait les peurs les plus profondes de n'importe quel partenaire. J'ai regardé le salon, le canapé que nous avions choisi ensemble, les livres sur les étagères, la vie que nous avions construite. Tout ressemblait maintenant à un décor de théâtre. Des accessoires pour une pièce qui venait de se terminer. La confiance n'était pas seulement brisée. Elle était anéantie, effacée. Et à sa place se trouvait une clarté tranquille et terrifiante. J'ai pris la télécommande et j'ai éteint la télévision. Le silence qui s'est engouffré n'était plus oppressant. Il était paisible. Il était final. J'avais ma réponse. Et maintenant, je savais exactement ce que je devais faire. Un calme étrange, presque surnaturel, s'est installé en moi. Le rugissement dans mes oreilles a cessé, remplacé par une concentration silencieuse et cristalline. Il n'y avait plus de doute, plus de douleur, juste une vérité simple et indéniable et un chemin clair à suivre. Je n'ai pas frappé le mur du poing. Je n'ai pas pleuré. Je ne lui ai même pas envoyé un seul mot de fureur par message. Toute réaction, toute explosion aurait été une forme d'engagement, un morceau de mon énergie renvoyé dans le trou noir de son drame. Elle ne méritait pas ça. Elle ne méritait rien. Je me suis levé du canapé, mes mouvements délibérés et stables. Je suis allé au placard du couloir et j'ai sorti ma grande valise et un sac de voyage. Je n'avais pas besoin de tout. J'avais juste besoin de ce qui était à moi. Le rangement était méthodique, presque méditatif. J'ai commencé par mon bureau, mon ordinateur portable, mes dossiers importants, le livre en édition originale dédicacé que mon grand-père m'avait donné. Je suis passé à la chambre, ouvrant les tiroirs en silence. J'ai pris mes vêtements, ma montre, les boutons de manchette que je portais pour les entretiens. J'ai laissé le pull qu'elle m'avait acheté pour mon anniversaire plié soigneusement dans le tiroir. J'ai laissé les pyjamas assortis ridicules que nous avions portés à Noël dernier. C'étaient des accessoires, comme tout le reste. Dans la salle de bain, j'ai vidé mon côté du comptoir, brosse à dents, rasoir, eau de Cologne. J'ai laissé le coûteux ensemble de soins de la peau qu'elle avait insisté pour que j'essaie. Chaque objet que je laissais derrière moi était comme si je perdais une peau. Il ne s'agissait pas de fuir. Il s'agissait de me réapproprier. Chaque possession mienne qui allait dans le sac était un morceau de moi que je reprenais. La dernière chose que j'ai emballée était une seule photo de ma table de chevet. C'était une photo de moi et de mon frère pêchant sur un lac à l'aube. Elle n'avait rien à voir avec elle. Elle venait d'une vie avant elle, et elle ferait partie de la vie après. J'ai fermé la valise. L'appartement n'était plus qu'une coquille. Il contenait le fantôme d'une relation qui, je le voyais maintenant, se mourait depuis longtemps. La photo n'était que le rapport d'autopsie final et définitif. J'ai jeté un dernier regard autour de moi. Puis je suis allé au comptoir de la cuisine. J'ai arraché une seule feuille de papier du bloc-notes que nous utilisions pour les listes de courses. Je n'ai pas écrit un roman. Je n'ai pas expliqué ma douleur ni énuméré ses trahisons. Cela aurait été un cadeau, un aveu qu'elle avait encore du pouvoir sur mes émotions. J'ai débouché un stylo et j'ai écrit 2 mots. Juste 2. Tu avais raison. C'était la conclusion ultime et inattaquable. Elle avait raison. Je n'aurais pas dû être avec quelqu'un qui me faisait me sentir peu sûr de moi. Elle avait raison de me montrer, de la manière la plus brutale possible, exactement qui elle était. J'étais enfin d'accord avec elle. J'ai placé le mot sur le comptoir propre. À côté, j'ai posé ma clé. Le bruit final du métal cliquetant contre le granit fut le seul son dans l'appartement silencieux. Alors que je roulais ma valise vers la porte,
mon téléphone a commencé à vibrer dans ma poche. Je l'ai sorti. Son nom brillait sur l'écran, une accusation frénétique et pulsante. Je n'ai pas rejeté l'appel. Je ne l'ai pas bloqué. J'ai simplement appuyé sur le bouton latéral, le mettant en sourdine, et j'ai regardé l'écran devenir noir. Je suis sorti, fermant la porte derrière moi avec un clic doux et définitif. Le couloir était calme. La descente en ascenseur s'est faite en douceur. Alors que je chargeais mes sacs dans le coffre de ma voiture, le téléphone a recommencé à vibrer encore et encore. Je suis monté, j'ai démarré le moteur et je me suis éloigné du trottoir. J'ai conduit à travers les rues baignées de néons, les lumières de la ville se transformant en traînées de couleurs. Les premiers appels sont arrivés en succession rapide, illuminant la console de la voiture. Puis ils sont devenus plus sporadiques. Désespéré. Je n'ai pas regardé. J'ai juste conduit. Le bourdonnement du moteur et le murmure des pneus sur l'asphalte étaient une berceuse apaisante. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti une paix profonde et inébranlable. J'étais libre. J'ai conduit jusqu'à chez Marc. Il a ouvert la porte avant même que je puisse frapper, son visage un mélange de pitié et de compréhension sombre. « Salut mec », a-t-il dit en s'écartant. « Salut », ai-je répondu, ma voix égale. « Je peux m'installer sur ton canapé pour un petit moment. Aussi longtemps que tu en auras besoin. » Il m'a aidé avec mes sacs. Il n'a pas posé beaucoup de questions, ce dont je lui étais reconnaissant. Je lui ai donné la version courte. Elle y est allée. J'ai vu la photo. Je suis parti. Marc a juste hoché la tête. Tu as fait ce qu'il fallait. La première nuit, je suis resté allongé sur son canapé à regarder le plafond. L'engourdissement initial se dissipait et la douleur commençait à s'installer. Ce n'était plus la douleur aiguë de la trahison. C'était la douleur profonde et lancinante de la perte. La perte d'un avenir auquel je croyais. La perte de ma maison. La perte de la personne que je pensais connaître. Mais je n'ai pas craqué. J'ai laissé la douleur exister. Je ne l'ai pas combattue et je ne l'ai pas fui en lui envoyant des messages. J'ai juste respiré à travers elle. Le lendemain matin, je suis allé courir. J'ai martelé le pavé jusqu'à ce que mes poumons me brûlent et que mes muscles crient, la sueur et la crasse de la ville se mélangeant sur ma peau. C'était une purge. Quand je suis revenu, épuisé et l'esprit clair, j'ai vu les notifications sur mon téléphone. J'avais mis ces appels en sourdine, mais les messages vocaux et les textes s'étaient accumulés comme des débris après une tempête. Je ne les ai pas écoutés. Pas encore. Mais je pouvais voir les aperçus. Le premier, de la nuit dernière, c'est quoi ce bordel? Où es-tu? Tu es sérieusement aussi en colère? C'est puéril. Rappelle-moi. Colère confuse. Quelques heures plus tard, ok, d'accord. C'était une erreur. Ça avait l'air pire que ça ne l'était. Tu sais que je t'aime. Rentre juste à la maison pour qu'on puisse en parler. La tentative de manipulation. Puis ce matin, un long message, je n'arrive pas à croire que tu nous aies abandonnés pour ça. C'était juste une soirée amusante. Il quittait la ville. Ça ne signifiait rien. Tu réagis vraiment de manière excessive et tu es cruel. Ce n'est pas toi. La tactique du « tu réagis de manière excessive ». Je n'ai pas répondu. Le silence était ma réponse. C'était la seule réponse qui détenait un quelconque pouvoir. N'importe quel mot de ma part aurait été du carburant. Mon silence était un vide, et elle criait dedans. J'ai passé la semaine à construire une nouvelle routine. J'ai trouvé un appartement meublé bon marché en location au mois. Il était stérile et beige, mais il était à moi. J'allais au travail. Je rentrais à la maison. Je courais. J'ai appelé de vieux amis avec qui j'avais perdu contact en étant absorbé par ma vie avec Camille. J'ai bu des bières avec Marc. J'ai recommencé à lire. Les messages et les messages vocaux ont continué, leur ton changeant à mesure que les jours se transformaient en une semaine, puis 2. Message vocal jour 5, est-ce que tu les reçois seulement? Je commence à m'inquiéter. Ce n'est plus drôle. Dis-moi juste que tu es en vie. Inquiétude feinte. Message texte jour 8, je suis passé à ton travail.
Ils ont dit que tu étais là, donc tu m'ignores juste. Très bien. Sois un enfant capricieux. On verra si ça m'importe. Le bluff colérique. Message vocal jour 12, le bail se termine dans 2 mois. Qu'est-ce que je suis censé faire? Nous devons en parler. Tu ne peux pas fuir les problèmes d'adultes comme ça. Coercition pratique. Je n'écoutais toujours pas les messages en entier. Les aperçus suffisaient. Je pouvais suivre la descente de son état mental à travers eux. La colère s'estompait, remplacée par une prise de conscience naissante et paniquée. Le contrôle qu'elle avait toujours exercé avec un mot ou un regard avait disparu. Je l'avais repris en refusant simplement de jouer le jeu. Je guérissais. La douleur était toujours là, mais c'était un bruit de fond maintenant, comme le son lointain de la circulation. L'espace qu'elle avait occupé dans mon esprit se remplissait lentement de nouvelles choses, la brûlure dans mes jambes après une longue course, l'intrigue d'un nouveau livre, le rire facile avec un ami. J'allais de l'avant. Et mon silence était la force tranquille et immuable qui la forçait à enfin, pour la première fois, faire face aux conséquences de ses actes. Seul. Le silence est devenu mon sanctuaire. Après un mois dans mon appartement stérile et beige, il a commencé à ressembler à un foyer. J'ai acheté une plante. J'avais accroché quelques photos. L'espace était rempli des sons tranquilles de ma propre vie, le clic d'un clavier, le goutte-à-goutte du café, le tournement d'une page. Le membre fantôme de ma relation avec Camille avait cessé de me faire mal. Il avait tout simplement disparu. Les messages et les appels s'étaient taris environ une semaine auparavant. Les aperçus avaient montré une dernière explosion furieuse, très bien, oublie. J'espère que tu es heureux d'être seul. Tu as fait ton choix. J'avais presque ressenti un sentiment de conclusion. La tempête, semblait-il, était passée. J'avais tort. Elle ne faisait que reprendre des forces. J'étais à la salle de sport, trempé de sueur et en train de terminer la dernière série d'un soulevé de terre, quand mon téléphone a vibré sur le sol. J'ai vu son nom et je l'ai ignoré. Après ma douche, alors que je m'habillais, il a vibré encore et encore. 3 appels manqués. Puis un message vocal. Quelque chose dans mes tripes me disait que celui-ci était différent. L'énergie frénétique des appels précédents était absente. Celui-ci semblait plus lourd. J'ai fini de lasser mes chaussures, je suis sorti dans l'air frais du soir et je me suis appuyé contre le côté du bâtiment. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé sur lecture. Sa voix était rauque, écorchée. Ce n'étaient pas les pleurs théâtraux d'avant. C'était la chose réelle, laide. Salut, c'est moi. Une inspiration tremblante et humide. Je ne sais même pas par où commencer. Julien. Il n'était pas celui que je pensais. Il m'a utilisé. Il a eu ce qu'il voulait et il est juste parti. Il a coupé les ponts sans explication. Il est de retour avec son ex-petite amie à Lyon. J'ai vu les photos. Elle a éclaté en sanglots. Je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction. Pas de pitié. C'était comme écouter un reportage sur une inondation dans un pays que je n'avais jamais visité. Je le vois maintenant. Mon Dieu, j'ai été si stupide. Si stupide. J'ai tout jeté. Tout ce que nous avions pour ça. Sa voix s'est brisée sur le mot. Ce que nous avions était réel. Tout ça était une énorme erreur. Un putain de cauchemar monumental. Il y eut une longue pause remplie du son d'elle essayant de se ressaisir. S'il te plaît, a-t-elle murmuré, le mot à peine audible. S'il te plaît, rappelle-moi juste. J'ai besoin de toi. Je n'ai personne à qui parler. Laura ne veut même plus prendre mes appels après que je lui ai raconté ce qui s'est passé. J'ai besoin de toi. Le message s'est terminé. Je suis resté là, le téléphone toujours collé à mon oreille un instant de plus. Le calcul de ses excuses était stupéfiant. Elle n'était pas désolée de m'avoir trahi, elle était désolée que son pari ait échoué. Elle n'était pas désolée d'avoir brisé ma confiance, elle était désolée de se sentir seule et humiliée. Elle ne tendait pas la main vers moi, elle tendait la main vers un radeau de sauvetage. J'ai supprimé le message vocal. Puis, pour la première fois, je suis allé dans mes paramètres et j'ai bloqué son numéro. L'action m'a semblé nette, chirurgicale. Elle n'était pas née de la colère, mais de la préservation.
Je protégeais la paix que j'avais construite. Quelques jours plus tard, un message est arrivé d'un numéro inconnu. C'était un long pavé de texte. Inconnu, je sais que tu m'as bloqué. Marc me l'a dit. Je comprends. Je le mérite. Mais s'il te plaît, tu dois comprendre l'état dans lequel j'étais. J'étais perdu. Il m'a manipulé. Je ne réfléchissais pas clairement. Ce que j'ai fait était horrible. Mais ce n'était pas la vraie moi. La vraie moi est celle qui te faisait des pâtes et regardait des films stupides avec toi. C'est cette personne qui t'aime. Peut-on juste prendre un café? Un café. Sans attente. J'ai juste besoin de voir ton visage. J'ai regardé le message. Ce n'était pas la vraie moi. L'abdication ultime de la responsabilité. La personne qui avait fait le choix, qui avait ri sur ses genoux, qui m'avait traité de peu sûr de moi, ce n'était qu'un fantôme. La vraie elle était celle qui voulait du réconfort maintenant. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué le nouveau numéro. Les tentatives ont cessé. Le silence est revenu, plus profond qu'auparavant. Je savais que c'était fini. Elle n'avait plus de coup à jouer. Son roi était piégé. Et j'avais quitté l'échiquier depuis longtemps. 3 mois jour pour jour après mon départ, Marc organisait une fête d'anniversaire dans un pub sans prétention. Il avait insisté pour que je vienne. Tu ne peux pas devenir un ermite, mec. La vie continue. De plus, avait-il ajouté avec un sourire, j'ai besoin de mon acolyte. J'y suis allé. Je portais une simple chemise à boutons, une que j'avais achetée pour moi-même après avoir déménagé. Je me sentais bien, léger. Le vide rongeur avait disparu, remplacé par une confiance stable et tranquille. Le pub était bruyant et joyeux. Je riais de quelque chose que la petite amie de Marc avait dit, un rire sincère et facile, quand j'ai senti l'atmosphère changer dans mon dos. Je me suis retourné. Elle était là, à 1,50 m, ressemblant à un fantôme d'une vie dont je me souvenais à peine. Elle était plus mince. Ses yeux, cernés de légères ombres, étaient fixés sur moi avec une intensité terrifiante. Elle avait l'air fragile. La conversation du groupe s'est tue. Marc m'a lancé un regard qui disait « Je suis désolé ». Je n'avais aucune idée qu'elle viendrait. Elle a fait un pas hésitant en avant. « Salut ». J'ai fait un léger signe de tête poli. « Camille. »« On peut parler ?» a-t-elle demandé, sa voix fine et fluette. « 1 minute ? Dehors ?» Elle a fait un geste vague vers la porte, ses mains voletant comme des oiseaux blessés. Je n'ai pas bougé de ma place, appuyé nonchalamment contre la table haute. « Je suis ici pour l'anniversaire de Benoît, » ai-je dit, mon ton neutre, comme si elle m'avait demandé l'heure. « Mais si tu as besoin de dire quelque chose, tu peux le dire ici. » Une rougeur a envahi son cou. Ce n'était pas le scénario qu'elle avait écrit. Dans sa version, j'aurais soit fui en colère, soit finalement craqué et écouté. Mon indifférence calme était un scénario auquel elle ne s'était pas préparée. Balbutia-t-elle, jetant un coup d'œil à nos amis qui regardaient en silence. Je sais que j'ai tout gâché. J'ai été une idiote. Ce que je t'ai dit, en te traitant de peu sûr de toi. Je ne le pensais pas. J'avais juste peur. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Je te vois, a-t-elle poursuivi, sa voix gagnant un élan désespéré. Je vois comment tu es maintenant. Tu as l'air super. Et moi? Je suis une épave. Ma vie est une épave, et tout est de ma faute. Je le sais maintenant. Ce que nous avions. C'était réel. Tout ça était une énorme erreur. Elle attendait que je l'absolve, que je dise « c'est bon », pour qu'elle puisse arrêter de se détester. Alors je l'ai fait. « C'est bon », ai-je dit, ma voix égale et calme. Ses yeux se sont illuminés d'une lueur d'espoir désespérée et pathétique. « Vraiment ? » « Oui », ai-je répondu, soutenant son regard. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas froncé les sourcils. Je constatais simplement un fait. Ça n'a juste plus d'importance. L'espoir dans ses yeux s'est brisé. Il a été remplacé par une douleur brute et déconcertée. Elle s'attendait à de la colère, du pardon, quelque chose n'importe quoi pour prouver qu'elle avait encore une emprise sur moi.
Mon désintérêt total était un vide qu'elle ne pouvait pas comprendre. J'ai regardé au-delà d'elle, vers le bar. J'espère que tu t'en sortiras, ai-je dit, de la manière dont on pourrait souhaiter bonne chance à un étranger. Excuse-moi. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai tourné le dos, j'ai pris mon verre de bière artisanale et je me suis tourné vers Marc. Donc, comme je le disais à propos de cette randonnée. La conversation a repris slowly, maladroitement, autour de moi. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai pris une gorgée de ma bière et je me suis pleinement engagé avec mes amis, avec ma vie. Après une minute, j'ai entendu la porte du pub s'ouvrir et se fermer avec un léger soupir. Je ne me suis pas retourné pour la regarder partir. Elle était déjà partie. Le dernier fil, celui qui était lié à l'homme qui s'était si profondément soucié de ce qu'elle pensait, a finalement rompu. Pas avec un cri, mais avec la finalité tranquille et sans effort d'une pensée oubliée. J'étais libre vraiment et complètement libre. Et le silence qui restait était le mien.